6 mois après avoir perdu Thomas, la douleur m'a forcé à fuir. J'ai acheté une cabane isolée, mais au lieu de l'oubli, j'y ai découvert l'impossible. La preuve qu'il ne m'avait jamais vraiment quitté. L'appartement ressemblait à un mausolée. Chaque objet, chaque recoin, chaque parcelle de lumière qui filtrait à travers les rideaux criait son nom, Thomas. Cela faisait 6 mois. 6 mois que le monde continuait de tourner sans lui, ce qui me paraissait être la plus cruelle des blagues. Je vivais comme un fantôme dans notre vie d'avant, effleurant les meubles qu'il avait montés, buvant mon café dans sa tasse préférée, m'endormant sur son côté du lit, juste pour sentir la dernière trace de son odeur sur l'oreiller. Mais l'odeur s'estompait, et la panique grandissait. Mes amis, ma famille, tous essayaient d'être là. Ma sœur Clara m'appelait 3 fois par jour. « Tu as mangé, Élodie? Tu devrais sortir, prendre l'air. » Mais l'air de la ville était vicié, saturé de nos souvenirs. Ce banc dans le parc où il m'avait demandé en mariage. Ce petit restaurant italien où nous fêtions chaque anniversaire. Ce cinéma où nous avions vu notre premier film. Chaque rue était une plaie ouverte. La douleur n'était pas une vague. C'était un océan dans lequel je me noyais lentement. La décision a été prise une nuit, à 3 heures du matin, alors que je fixais le plafond, les larmes silencieuses traçant des chemins froids sur mes tempes. J'étouffais. J'ai attrapé mon ordinateur portable, les doigts tremblants, et j'ai tapé, sans réfléchir, « cabane isolée à vendre ». Je ne sais pas pourquoi. Peut-être l'idée du bois, de la nature, du silence. Un endroit où ces fantômes ne pourraient pas me suivre. Les annonces ont défilé. Des chalets modernes et hors de prix, des ruines inhabitables. Et puis, je l'ai vue, une petite photo granuleuse. Une simple cabane en bois sombre, nichée au cœur d'une forêt de pins, au bord d'un lac dont l'eau semblait noire. L'annonce était laconique. Ancien relais de chasse. Pas d'eau courante. Électricité par générateur. Calme absolu. C'était parfait. C'était l'antithèse de ma vie. Un exil volontaire. Quand j'ai annoncé à Clara que j'avais vidé mon compte épargne pour acheter cette cabane sans même la visiter, elle a cru que j'avais perdu la tête. C'est de la folie, Élodie. Une cabane sans eau courante, au milieu de nulle part. Tu ne sais même pas couper du bois. J'apprendrai, avais-je répondu d'une voix que je ne me connaissais pas, une voix calme et déterminée. Et tu vas faire quoi là-bas, toute seule? Te morfondre dans le noir? Je vais respirer, Clara, juste respirer. Elle n'a pas compris, mais personne ne pouvait comprendre. Ce n'était pas une fuite, c'était une question de survie. Je devais trouver un endroit sur Terre qui n'avait pas été touché par Thomas. Un endroit où je pourrais être simplement Élodie, la veuve, sans être Élodie, la moitié de Élodie et Thomas. 2 semaines plus tard, j'étais au volant de ma vieille voiture, le coffre rempli de conserves, de bougies et de livres. Plus je m'éloignais de la ville, plus la chape de plomb sur ma poitrine semblait s'alléger. L'autoroute a laissé place à des routes de campagne, puis à un chemin de terre caoteux que les pneus de ma voiture semblaient détester. La forêt est devenue de plus en plus dense, les arbres si hauts qu'ils formaient une canopée, plongeant la route dans une pénombre verte et apaisante. L'agent immobilier, un homme bourru qui sentait le tabac froid, m'attendait à l'entrée du chemin. Il m'a tendu une grosse clé en fer rouillé. « Elle est à vous. Le dernier propriétaire est mort il y a 10 ans. Personne n'y a mis les pieds depuis. Bonne chance. » Il n'a pas attendu de réponse
et sa voiture a disparu dans un nuage de poussière. Bonne chance, j'en aurais besoin. La cabane était exactement comme sur la photo, petite, sombre, presque intimidante. Elle sentait le bois humide, la poussière et l'abandon. À l'intérieur, c'était spartiate. Une grande pièce unique avec une cheminée en pierre, un coin cuisine rudimentaire et un lit dans une alcôve. Des toiles d'araignée pendaient comme des lustres macabres. Mais au lieu d'être effrayé, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. C'était un lieu vierge, un nouveau départ. La première journée a été consacrée au nettoyage. J'ai balayé des années de poussière, aéré les pièces, frotté les quelques vitres crasseuses. Le soir, épuisé, j'ai allumé un feu dans la cheminée. Les flammes crépitantes étaient la seule compagnie, leur danse la seule distraction. Pour la première fois depuis 6 mois, je n'ai pas pleuré en me couchant. Le silence n'était pas vide, il était plein du bruit de la forêt, le ululement d'une chouette, le bruissement des feuilles, le craquement lointain d'une branche. Le lendemain matin, réveillé par un rayon de soleil qui avait réussi à percer à travers les pins, je me sentais plus légère. J'ai décidé d'explorer les environs. Derrière la cabane, il y avait un petit hangar en bois, encore plus délabré que la maison principale. La porte grinçait sur ses gonds quand je l'ai poussée. L'intérieur était sombre et sentait la sciure de bois et la résine. Il y avait un vieil établi couvert d'outils rouillés. L'ancien propriétaire devait être un sculpteur sur bois amateur. Je passais mes doigts sur l'établi, laissant des traces dans l'épaisse couche de poussière. C'est là que je l'ai vu. Dans un coin, à l'abri de la lumière, se trouvait un petit objet, à moitié caché sous une bâche moisie. Curieuse, je l'ai soulevé. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. C'était un oiseau en bois, à peine ébauché. Un colibri, les ailes déployées, figé en plein vol. Le travail était délicat, précis. Mais ce n'était pas ça qui m'a glacé le sang. C'était le style. La façon dont le bois était taillé, les courbes, la vision de l'artiste. C'était la signature de Thomas. Il adorait sculpter le bois, c'était sa passion, son refuge. Et cet oiseau, c'était le projet sur lequel il travaillait juste avant l'accident. Je l'avais vu des dizaines de fois sur son propre établi, dans notre garage, à des centaines de kilomètres d'ici. La pièce de bois, les premiers coups de ciseaux, c'était impossible. Absolument et totalement impossible. À côté de la sculpture inachevée, posée délicatement sur l'établi, se trouvait le ciseau à bois qu'il utilisait toujours, son manche poli par des années d'usage. Il n'était même pas rouillé. Il était juste là, comme s'il venait d'être posé il y a 5 minutes. Mes genoux ont menacé de se dérober. Je me suis agrippé à l'établi, la poussière et la rouille se mêlant sous mes doigts crispés. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que le son semblait résonner dans le silence du hangar. C'était une hallucination. Le deuil, la solitude, le changement radical. Mon esprit me jouait un tour. C'était la seule explication logique. J'ai fermé les yeux. J'ai compté jusqu'à 10 en respirant profondément, l'air frais et humide emplissant mes poumons. Puis j'ai rouvert les yeux. L'oiseau était toujours là. Le ciseau aussi. Je l'ai ramassé. Le manche en bois de cerisier était lisse et chaud sous ma paume, comme s'il venait d'être tenu. Je le connaissais par cœur. Thomas l'avait hérité de son grand-père. Il y avait une petite encoche près de la lame, là où il l'avait accidentellement fait tomber des années auparavant. J'ai passé mon pouce dessus. L'encoche était là. Ce n'était pas un ciseau similaire. C'était
son, ciseaux. La panique a commencé à monter, une vague glacée qui a submergé le semblant de calme que j'avais trouvé. J'ai reculé, suis sorti du hangar en titubant, et j'ai couru jusqu'à la cabane, claquant la porte derrière moi comme si une créature me poursuivait. Je me suis adossé au bois rugueux, le souffle court. Comment est-ce que c'était possible? J'avais fait les cartons moi-même. Tous ces outils de sculpture étaient dans des boîtes étiquetées, stockées dans le garage de Clara, en attendant que j'aie la force de décider quoi en faire. Je n'avais rien apporté de tout ça avec moi. Absolument rien. Mon cerveau tournait à plein régime, cherchant frénétiquement une faille, une explication rationnelle. Peut-être que Thomas connaissait l'ancien propriétaire. Peut-être était-il venu ici, il y a des années, avant même qu'on se connaisse. C'était tiré par les cheveux, mais c'était moins fou que l'alternative. J'ai attrapé mon téléphone. Le signal était presque inexistant. Une seule barre faible et vacillante. J'ai dû sortir sur le porche et lever le bras vers le ciel comme une folle pour que l'appel passe. La voix de l'agent immobilier, Monsieur Dubois, était pleine d'impatience. « Allô? Monsieur Dubois, c'est Élodie Richard, la cabane. Un problème avec la cabane. Je vous avais prévenu, c'est rustique. Non, pas ça. L'ancien propriétaire, vous m'avez dit qu'il était mort il y a 10 ans? C'est ça, Silas Moreau, un vieil ermite. Il est mort dans son sommeil, ici même. Son neveu a hérité de tout, mais n'y a jamais mis les pieds. Pourquoi? Mon cœur s'est serré. Silas Moreau. Le nom ne me disait rien. Thomas ne l'avait jamais mentionné. Est-ce que vous savez s'il avait des visiteurs? S'il connaissait des gens de la ville, un certain Thomas Richard? Madame, ce type n'a pas vu âme qui vive pendant 20 ans, à part le type qui lui livrait ses provisions une fois par mois. Il n'avait ni téléphone, ni télévision. Il était complètement coupé du monde. Écoutez, j'ai un autre client. Si tout va bien avec la plomberie, enfin, le puits, ne m'appelez pas. Et il a raccroché. J'étais seul, complètement seul avec cette énigme impossible. Le reste de la journée s'est écoulé dans un brouillard. Je n'osais plus retourner dans le hangar. La cabane, mon havre de paix, était devenue une cage pleine de questions angoissantes. Chaque craquement du bois, chaque bruissement de feuilles me faisait sursauter. La forêt n'était plus apaisante, elle était observatrice. Son silence était lourd de secrets. La nuit est tombée, plus noire et plus profonde que jamais. Le feu dans la cheminée projetait des ombres dansantes qui se tordaient en formes étranges. Je n'ai pas pu dormir. Assise dans le vieux fauteuil, une couverture sur les genoux, je fixais les flammes en ressassant les mêmes questions en boucle. Coïncidence? Folie? Ou autre chose? Quelque chose que mon esprit refusait même d'envisager. Au lever du jour, une nouvelle détermination m'a envahi. La peur était toujours là, mais la curiosité était plus forte. Je ne pouvais pas vivre avec ce mystère. Je devais comprendre. Je suis retourné au hangar, le cœur battant à tout rompre. La lumière matinale filtrait à travers les planches disjointes, illuminant des particules de poussière en suspension. L'oiseau de bois était là où je l'avais laissé, sur l'établi. D'une main tremblante, je l'ai pris. L'objet semblait vibrer d'une énergie étrange. Je l'ai examiné sous toutes les coutures. La sculpture était brute, inachevée, mais le talent de Thomas était indéniable. Je l'ai retourné encore et encore. C'était en le tenant, en sentant son poids dans ma main, que mon pouce a accroché quelque chose. Une minuscule aspérité sur le ventre lisse de l'oiseau.
Ce n'était pas une erreur de sculpture, c'était délibéré. Une ligne de jointure si fine qu'elle était presque invisible. Avec une précaution infinie, j'ai glissé mon ongle dans la fente. Le bois a légèrement cédé. Mon souffle s'est bloqué. Il y avait un compartiment secret. Avec une petite pression, une minuscule pièce de bois, pas plus grande qu'un dé, s'est détachée, révélant une cavité creusée à l'intérieur du colibri. Et dans cette cavité, il y avait quelque chose. Un minuscule morceau de papier, plié si petit qu'il ressemblait à un grain de riz. Mes doigts étaient gourds et maladroits, mais j'ai réussi à l'extraire. C'était du papier vieilli, jauni, mais il était souple, pas cassant. Je l'ai déplié avec la délicatesse d'un archéologue découvrant une relique antique. Il n'y avait que 2 mots, écrits à l'encre noire, d'une écriture que je reconnaîtrais entre 1000. L'écriture large et légèrement inclinée de Thomas. Mon sang s'est glacé dans mes veines en lisant le message. Ce n'était pas une explication, c'était une invitation. Les 2 mots disaient « sous le plancher ». Sous le plancher. 2 mots. 2 mots qui ont fait basculer mon monde fragile. J'ai relu la note 10 fois, 20 fois, le petit bout de papier tremblant entre mes doigts. L'écriture était la sienne, sans l'ombre d'un doute. Chaque boucle, chaque trait. C'était un fragment de lui, une impossibilité que je tenais dans la paume de ma main. Le choc a laissé place à une sorte de vertige fiévreux. La peur était toujours là, nichée au creux de mon estomac, mais elle était maintenant mêlée à une autre émotion. Une émotion que je n'avais pas ressentie depuis 6 mois. Un espoir insensé et terrifiant. Quel plancher? Celui du hangar ou celui de la cabane? Le hangar semblait plus logique. C'était là que j'avais trouvé l'oiseau. Je me suis relevé, les jambes flageolantes, et j'ai commencé à inspecter le sol en terre battue et en planches pourries. J'ai tapoté chaque latte avec mon pied, écoutant les variations de son. La plupart rendaient un son mat et plein, mais dans un coin sombre, derrière l'établi, une planche a sonné creux. Mon cœur a fait un bond. Il n'y avait pas de poignée, pas d'indice visible. J'ai cherché un outil sur l'établi, mes mains se posant sur un vieux pied de biche rouillé. Il était lourd, froid. Le bruit du métal raclant le bois a brisé le silence de la forêt. Le bois était vieux et résistant. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, forçant de tout mon poids, un grognement d'effort s'échappant de mes lèvres. Les vieux clous ont résisté, puis ont cédé dans un long grincement plaintif. La planche s'est soulevée, libérant une odeur de terre humide et de temps révolu. En dessous, il n'y avait pas de trésor, pas de squelette, juste la terre sombre. J'ai failli éclater en sanglots de déception. C'était une blague, une hallucination. Mon esprit brisé m'avait inventé tout ça. Et puis, mes doigts, qui palpaient le sol à l'aveugle, ont heurté quelque chose de dur, de métallique. J'ai creusé frénétiquement avec mes mains, la terre froide s'infiltrant sous mes ongles. Une petite boîte en fer blanc est apparue, du genre de celle où l'on rangeait autrefois des biscuits. Elle était couverte de rouille et de terre, mais intacte. Je l'ai sortie du trou et je l'ai posée sur l'établi à côté du colibri inachevé. Pendant un long moment, je l'ai juste regardé, le souffle court. L'ouvrir, c'était accepter l'inacceptable. C'était plonger tête la première dans la folie. Mais ne pas l'ouvrir, c'était impensable. Le fermoir était rouillé, mais il a cédé sous la pression de mes pouces. Le couvercle s'est ouvert dans un petit couinement métallique. Mon cœur s'est arrêté.
À l'intérieur, soigneusement disposés sur un lit de feuilles séchées, se trouvaient des objets qui n'avaient aucun sens ici, mais qui représentaient toute ma vie avec Thomas. Il y avait le ticket de cinéma de notre premier rendez-vous, légèrement corné, mais parfaitement conservé. À côté, un petit galet plat et lisse, celui que nous avions ramassé sur la plage en Normandie lors de nos premières vacances. Et puis, mon souffle s'est bloqué. Une petite fleur blanche, séchée et fragile. Une fleur de mon bouquet de mariée. Je m'étais effondré en larmes quand j'avais cru l'avoir perdue après la cérémonie. Thomas m'avait consolé pendant 1 heure, en me disant que ce n'était qu'un objet, que notre amour était ce qui comptait. Il ne me l'avait jamais dit, mais il l'avait retrouvé, et il l'avait gardé. Un sanglot m'a échappé, un son rauque et douloureux. Ce n'était pas une coïncidence. Personne d'autre au monde ne pouvait connaître la signification de ces 3 objets réunis. C'était une capsule temporelle de notre amour, enterrée sous le plancher d'une cabane perdue au milieu de nulle part, une cabane que je venais d'acheter par le plus pur des hasards. Le mot « miracle » a traversé mon esprit, non plus comme le titre d'une histoire à l'eau de rose, mais comme une réalité tangible et effrayante. Au sommet de ces trésors, il y avait une autre note pliée en 4, une feuille de papier plus grande cette fois. Mes mains tremblaient si fort que j'ai eu du mal à la déplier. C'était encore son écriture, une lettre. Mon Élodie, si tu lis ceci, c'est que tu m'as trouvé. Ne cherche pas à comprendre comment, pas maintenant. L'important, c'est que je suis là. Je ne t'ai jamais vraiment quitté. Je sais que tu souffres, je ressens ta douleur comme si c'était la mienne. C'est pour ça que je t'ai guidé jusqu'ici, jusqu'à cet endroit où le temps ne s'écoule pas de la même manière. C'est notre endroit. Ne sois pas effrayé. Tout ce que je fais, c'est pour toi, pour nous. Je ne peux pas tout te dire d'un coup, tu ne serais pas prête, mais je peux te guider. Il y a un autre message pour toi, un autre morceau de notre histoire. Je t'aime plus que tout, n'en doute jamais. Ton Thomas. Sous sa signature, il y avait 2 autres mots, comme un post-scriptum. La cheminée, la pierre détachée. Je suis resté figé, la lettre dans une main, le galet froid dans l'autre. Le hangar semblait tourner autour de moi. Il m'avait guidé jusqu'ici. Comment? Le choix de cette cabane, cet achat impulsif en pleine nuit, ce n'était pas mon idée, c'était lui. L'idée était si vertigineuse, si énorme, qu'elle menaçait de me faire sombrer. Je me suis précipité dehors, à l'air libre, aspirant de grandes goulées d'air, comme si je venais de remonter à la surface après une noyade. Le soleil filtrait à travers les arbres, le vent faisait chanter les feuilles, le monde semblait parfaitement normal. Mais plus rien n'était normal. Mon regard a quitté la cime des arbres pour se poser sur le toit de la cabane, et, à travers la fenêtre, sur la grande silhouette sombre de l'âtre en pierre noire dans la pièce principale. La cheminée, la pierre détachée. Pendant un instant, j'ai hésité. Une partie de moi, la partie rationnelle qui luttait pour sa survie, me hurlait de monter dans ma voiture et de fuir cette cabane, cette forêt, cette folie douce et terrifiante qui s'emparait de moi. Mais fuir où? Pour retourner à quoi? À l'appartement vide? À la douleur sourde et sans espoir? Non. Thomas, ou du moins son souvenir, son écho, m'avait offert une piste, un fil à tirer. Je ne pouvais pas l'ignorer. C'était la première chose qui donnait un sens à ma vie depuis sa mort. Je suis rentré dans la cabane. Le foyer était froid, couvert de cendres grises.
Je me suis agenouillé devant, mes yeux parcourant chaque pierre, chaque joint de mortier. La cheminée était une construction massive, rustique, faite de grosses pierres de rivières sombres. La plupart étaient solidement scellées, mais mon regard a été attiré par une pierre sur le côté gauche, à hauteur de genou. Elle semblait légèrement différente des autres, sa couleur un peu moins patinée par la suie. J'ai posé mes doigts dessus. Elle était froide. J'ai poussé. Rien. J'ai tiré. Toujours rien. Mon cœur s'est serré de déception. Et si tout cela n'était qu'un jeu cruel de mon imagination? Puis, je me suis souvenu de la façon dont Thomas construisait les choses. Il était méticuleux, aimait les mécanismes cachés, les secrets. Ce n'était pas une question de force. J'ai pressé la pierre en bas, puis en haut. En appuyant sur le coin supérieur droit, j'ai senti un léger déclic. La pierre a pivoté sur un axe invisible, révélant une cavité sombre derrière elle. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettres, pas d'objet. Il n'y avait qu'un seul et unique carnet de cuir vieilli, relié par une simple lanière. Il était usé, les coins cornés, comme s'il avait été lu et relu des centaines de fois. Je l'ai sorti. Ce n'était pas l'écriture de Thomas. C'était une écriture fine, élégante, presque calligraphiée, celle d'un homme d'une autre époque. Sur la première page, une date, 1978, et un nom, Silas Moreau. J'ai failli le reposer. C'était le journal de l'ancien propriétaire, l'ermite. Quelle déception! Mais la lettre de Thomas disait que c'était le prochain message. Je me suis assise dans le fauteuil, et, à la lumière déclinante du jour qui filtrait par la fenêtre, j'ai commencé à lire. Les premières pages décrivaient la vie d'un homme fuyant la société, cherchant la paix dans la solitude de la forêt. Et puis, le ton a changé. Silas a commencé à décrire des choses étranges. Des rêves si vifs qu'ils semblaient réels. Dans ses rêves, il voyait des gens qu'il n'avait jamais rencontrés, vivait des bribes de vie qui n'étaient pas la sienne. Il parlait de la cabane comme d'un point de jonction, un lieu où les échos du temps se superposent. Il pensait devenir fou, et puis il a écrit le nom. Anna. C'était sa femme, décédée des années avant qu'il ne s'isole ici. Il a commencé à la voir dans ses rêves, puis à sentir sa présence dans la cabane. Il a commencé à trouver des objets qui lui avaient appartenu, des objets qu'il était certain de ne pas avoir apportés avec lui. Une broche qu'elle aimait, un livre qu'elle lisait. Il décrivait la même incrédulité, la même peur, et le même espoir fou que je ressentais. Il ne devenait pas fou. Il communiquait avec elle, à travers le temps, à travers la douleur de l'absence. Cette cabane, pour une raison inexplicable, était une sorte de pont entre ceux qui sont partis et ceux qui restent. Un pont bâti sur la force de l'amour et du chagrin. La dernière entrée du journal était datée de 10 ans plus tôt, le jour avant sa mort. Elle m'a dit qu'elle m'attendait. Je n'ai plus peur. Je sais que ce lieu est un cadeau. Un jour, quelqu'un d'autre viendra, le cœur aussi brisé que le mien. J'espère qu'ils comprendront. Il ne faut pas chercher à expliquer le miracle. Il faut simplement l'accepter. L'amour est la seule chose qui voyage plus vite que la lumière et qui ignore les lois du temps. Je laisse ce journal pour celui ou celle qui suivra. Pour qu'il ou elle n'ait pas peur, pour qu'il ou elle sache qu'il n'est pas seul. J'ai fermé le carnet, les larmes coulant sur mes joues. Mais cette fois, ce n'était pas des larmes de douleur, c'était des larmes de compréhension, de soulagement. Je n'étais pas folle. Thomas n'était pas un fantôme venu me hanter. Il était là,
d'une manière que la science ne pourrait jamais expliquer. L'oiseau inachevé, le ciseau, les souvenirs dans la boîte. C'étaient ces messages, ces échos, envoyés à travers ce lieu spécial pour me guider, pour me dire qu'il allait bien et qu'il veillait sur moi. L'achat de cette cabane n'était pas un hasard, c'était un rendez-vous. Le soleil se couchait sur le lac, peignant le ciel de couleurs chaudes. Pour la première fois depuis des mois, j'ai regardé ce coucher de soleil non pas comme la fin d'une autre journée sans lui, mais comme une promesse. La promesse que même dans l'absence, l'amour demeure. J'ai allumé un feu dans la cheminée. Le soir, je n'ai pas eu peur des ombres. Je suis allé dans le hangar. J'ai pris le colibri de bois inachevé et le ciseau de Thomas. Je me suis assise sur le porche, face au lac silencieux, et, sous le regard bienveillant des étoiles, j'ai commencé à sculpter. Mes gestes étaient maladroits au début, mais je me souvenais de l'avoir regardé faire pendant des heures. Lentement, copeau après copeau, j'ai continué son œuvre. Ce n'était plus un acte de deuil, mais un acte de continuation. Une conversation silencieuse. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne sais pas si je recevrai d'autres messages. Mais ce n'est plus important. J'ai cessé de chercher des explications. Thomas m'a offert un miracle, non pas en revenant, mais en me montrant une nouvelle façon d'avancer. Il m'a appris que la mort n'est pas une fin, mais une transformation. Il m'a guidé vers cet endroit, non pas pour que je me morfonde dans le passé, mais pour que je trouve la force de construire mon propre avenir, un copeau de bois à la fois. La cabane n'était plus une fuite, c'était ma maison. Un lieu où je pouvais être à la fois la veuve qui pleure son mari et la femme qui apprend à vivre à nouveau, portée par un amour plus fort que le temps lui-même. Et dans le silence de la forêt, je savais, je sentais que je n'étais plus seul.